Bonjour à toutes et à tous. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question de savoir si une transition bas carbone engage ou pas un régime de privation. C'est-à-dire, au fond, est-ce que cette transition bas carbone, elle consiste en une série d'améliorations technologiques et l'adaptation de quelques-uns de nos comportements, tout en maintenant finalement en l'état les mécanismes structurels de nos modèles politiques économiques, ou est-ce qu'au contraire, finalement, cette transition bas carbone engage nécessairement une remise en question de certains de ces aspects, et la question évidemment de la croissance économique va pouvoir être posée dans ce contexte. Alors, on a 3 intervenants aujourd'hui. On va écouter d'abord Hervé Jeanmar, qui va nous parler des conséquences de la transition énergétique sur précisément la croissance économique, en référence aux travaux d'Élise Dupont, notamment. On aura ensuite Jean-Pierre Raskin, qui se poserait la question des pénuries et de la privation, mais cette fois-ci du point de vue des matériaux. Il mettra l'accent sur l'importance des minerais, sur leur quantité, sur leur accès et les besoins les besoins qui sont les nôtres en termes de minerais pour penser la transition. Et puis on écoutera Pierre-André qui est avec nous en ligne et qui nous permettra de poser toute une série de questions sur base de ces constats qui nous donneront un panorama de ce dont nous disposons. Eh bien, Pierre-André posera la question de savoir lesquelles de ces restrictions et dans quel contexte politique et éthique ces restrictions peuvent être jugées légitimes du point de vue de la justice sociale. Et donc là, on aura une réflexion plutôt de l'ordre des sciences humaines qui viendra croiser finalement ces constats dressés par Jean-Marc et Jean-Pierre Raskin. Voilà, je leur laisse dès à présent la parole et donc je cède la caméra à Hervé Jeanmar qui est ici à côté de nous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Super. Voilà, donc l'idée ici, c'est un petit peu d'interroger le lien entre l'énergie et l'économie, et singulièrement dans le cadre de la transition énergétique, puisqu'on veut tous aller vers une société bas carbone. Voilà, ça paraît légitime du point de vue du climat. Et la question qui se pose, c'est, bon, voilà, il suffit de mettre des éoliennes et des panneaux solaires et l'affaire est faite. Quelles pourraient être des conséquences insoupçonnées d'une certaine manière, bien qu'il y ait de plus en plus de voix qui aillent dans le sens de ce que je vais vous expliquer. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'on travaille un peu sur les systèmes énergétiques. Et quand on travaille sur les systèmes énergétiques, on fixe une demande énergétique. C'est à droite, hein. Voilà, on dit que j'aimerais bien se bouger autant, faire ceci, faire cela, etc. Tout ça consomme de l'énergie. Et puis, de l'autre côté, on a donc, à l'opposé, on a des ressources. Alors, c'est des illustrations ici, c'est quelques exemples. Hein. Le modèle est un peu plus complet que cela. Donc, on a des ressources. Et puis, entre les deux, des technologies. Et donc, on imagine qu'effectivement, si j'ai du soleil pour faire avancer une voiture, bah, il faut quand même un minimum de technologie entre le soleil et la voiture pour que ça puisse se faire. Il y a plusieurs manières de faire. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ce que le modèle fait. Et voilà, donc nous, on réfléchit de ce point de vue-là. Alors, on optimise, on essaie d'optimiser. On optimise quoi? Le coût. Chaque technologie a un coût, chaque combustible a un coût, etc. Et puis, on optimise le coût. Alors, on pourrait dire qu'on fait un peu d'économie, mais pas du tout. Hein, c'est juste un critère d'optimisation. On aurait pu utiliser autre chose, notamment l'utilisation de matériaux, par exemple. On aurait pu minimiser, etc. Mais si on essaie de minimiser le coût. Alors, ben, légitimement, le modèle, il réagit assez bien à ce qu'on lui demande, puisqu'on lui impose des contraintes CO2 de plus en plus fortes. Donc, ici, un graphe, on voit l'émission de CO2, on parle de millions, on est plus que ça en Belgique aujourd'hui, je penserai dans les détails. On parle d'une émission qui est supérieure, puis de gauche à droite, on réduit, on serre la vis, on dit j'en veux de moins en moins. Le modèle, il réfléchit pas à cette optimisation, il dit s'il doit respecter la contrainte CO2, mais la seule manière, c'est de passer des énergies fossiles qui sont quelque part meilleur marché, etc. Donc, si on lui dit il n'y a pas de contrainte CO2, il va vers le gaz naturel. Enfin, il allait vers le gaz naturel. Je ne sais pas si on peut encore dire ça. Voilà. Et puis on serre la vis de petit à petit, et je devrais rester devant la caméra. Petit à petit, si on serre la vis, ben, le modèle, il met du renouvelable. Et finalement, quel que soit le coût. Puisque la contrainte est très forte, on dit qu'on ne peut pas émettre plus que autant de CO2. Et donc, le modèle fait ce qu'il faut pour qu'on ne dépasse pas ce cap. Et donc, il va mettre des panneaux solaires, il va mettre des éoliennes, il va utiliser la biomasse, il va importer de l'énergie étrangère sous différentes formes, et de manière à respecter la contrainte. Et puis, il y a un coût associé. On dit, le coût, il est plus élevé, moins élevé que celui que l'on avait au début, etc. On voit qu'ici, qu'il y a un optimum de coût qui est intermédiaire, mais qui ne nous satisfait pas.
Voilà. Alors, il y a un peu d'uranium parce qu'on a quand même pris l'hypothèse ici qu'on gagne le nucléaire et c'est pour la Belgique. Donc voilà un petit peu les éléments. Donc ce modèle, il ne réfléchit pas, il nous donnera une solution quoi qu'il arrive, sauf si on lui demande l'impossible, il va donner une solution. Et donc, on peut se dire, mais est-ce que cette solution elle a du sens? Est-ce qu'on est capable de mettre ça en œuvre? C'est ça la question. C'est pas tellement de savoir si, avec des éoliennes panneaux solaires, sur papier, je peux en sortir. Oui, est-ce que je suis capable de les mettre? Alors, c'est la question un peu du jour de savoir si la transition va nous obliger à ce que j'appelle, ou être source de privation. C'est pas tout à fait le titre, je suis désolé, j'ai un petit peu adapté le titre. Voilà, c'est la même idée. Et pour être honnête, c'est le travail d'Élise Dupont qui est dans la salle, donc si je dis des bêtises, elle pourra me corriger directement, et je risque d'en dire. Et si vous avez des questions un peu techniques, tac, je pourrais tout transférer, comme ça, moi je suis à l'aise, c'est très facile. Elle me fait le plaisir d'être là, c'est super. Voilà, donc, mais je dis, c'est la thèse principalement le travail de thèse d'Élise que je présente ici. Alors, pour aller une étape plus loin, on se dit, il faut quand même regarder ces sources d'énergie renouvelables et ce système énergétique qui aurait, je dirais, évolué vers du bas carbone avec un autre regard que celui que je viens de montrer. Voilà, une étape plus loin. Je dis pas que ce qu'on fait avant est pas bien, hein, mais ce n'est qu'une première. Alors, une manière de faire, c'est de regarder ce rapport qu'on aime bien, sur lequel on travaille, qui est le retour énergétique, qui est en fait le rapport entre l'énergie qu'une technologie va produire par rapport à l'énergie que j'aurais dû investir pour la mettre en œuvre. Donc ce rapport, on s'attend à ce qu'il soit supérieur à 1, ou sinon ça n'a pas beaucoup de sens, mais est-ce qu'il vaut 5, est-ce qu'il vaut 10, est-ce qu'il vaut 20, est-ce qu'il vaut 200? Suivant la valeur qu'il va prendre, ça va avoir des impacts sur notre système économique. Voilà, donc on va regarder ce rapport-là, on va commencer à regarder ça pour différentes technologies. Alors on fait d'abord un petit tableau, on va chercher en littérature pour le fossile, pour le renouvelable, pour différentes choses. Et puis on les classe. Alors si vous regardez bien ici, ils sont classés, ça vient d'une adaptation, c'est l'article qui est mentionné ici. Mais c'est dans tes idées. Donc, sur le bleu intermédiaire, le plus clair, le bleu ciel, on voit que c'est classé de gauche à droite en ordre décroissant. Et donc, on classe les technologies. Alors voilà, le nucléaire est très très élevé. Alors, ça dépend un petit peu des études, des pros et des contre. Et donc, je pourrais trouver des valeurs. Vous voyez que la certitude minimum et le maximum est assez là. Et puis, on arrive sur les gros barrages. Effectivement, les gros barrages, c'est des installations qui durent très longtemps, qui demandent effectivement un certain coût de mise en œuvre à cause du béton, etc. Mais une fois qu'ils sont installés, ils peuvent durer des dizaines et des dizaines d'années sans une maintenance démesurée. Et donc, ils ont finalement un retour qui est assez intéressant. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de dégâts ou pas de conséquences par ailleurs, mais ils ont un retour. Et puis, on a le charbon, voilà, de cette vanille ici. Puis, une série de technologies, voilà, fossiles. Puis, on retrouve le offshore, de l'onshore au niveau éolien. On a le solaire qui apparaît ici. Puis, voilà, le solaire PV, il est assez bas. Ben oui, surtout dans nos pays, panneau solaire chez nous ou ailleurs, ben, il n'a pas les mêmes performances en termes de production. Il coûte la même, enfin, en termes de fabrication, c'est le même coût, à peu de choses près. En termes de production, c'est très différent. Donc, effectivement, un panneau en Allemagne ou au Royaume-Uni, ben, c'est quand même pas hyper rentable. Donc, on voit quand même alors, c'est un peu, voilà, on voit que c'est partagé. Il y a du fossile qui se mélange avec du renouvelable quand on les classe. Mais globalement, on voit quand même qu'une grande partie de ce que l'on veut mettre en place dans le système du futur, à savoir de l'éolien et du solaire, est plutôt du côté au milieu ou bien du côté droit. Donc plutôt vers une basse valeur. On se dit, c'est peut-être déjà pas bon signe par rapport à du fossile qui est un peu plus élevé. Les choses vont peut-être être un peu compliquées. Mais ça, c'est pas encore suffisant comme information. Mais néanmoins, on approfondit cela de différentes manières. La première manière d'approfondir, pour aller un peu plus loin, c'est de se dire, oui, mais ce retour énergétique, c'est pas une valeur. On peut pas dire, voilà, si je prends effectivement une éolienne sur un site spécifique qui produit, je peux effectivement évaluer la valeur. Mais si j'en prends une autre, ce serait une autre valeur. Alors, ce qu'Élise a fait, c'est un travail assez considérable, et ce graphe masque énormément de travail. Donc, ça paraît une simple courbe, mais comme toujours, derrière une simple courbe, pas toujours, mais régulièrement derrière une simple courbe, il y a beaucoup de travail. Et donc ici, ce que l'on a fait, c'est qu'on a étudié à l'échelle mondiale quel serait le retour énergétique de deux technologies principales, l'éolien d'un côté et le solaire de l'autre, si je considérais l'ensemble de la planète en évaluant la disponibilité des sites, la capacité à produire en fonction du vent, la capacité à produire, l'ensoleillement, etc., etc., etc. Donc, finalement, faire le retour énergétique pour l'ensemble de la planète. Et puis, une fois qu'on a fait cela, et je simplifie fortement, mais c'est ça l'idée, une fois qu'on a fait cela, on trie et on va du meilleur au moins bon. Et on se dit que c'est un petit peu la même chose que si on voulait développer réellement la technologie. On va commencer à mettre des éoliennes là où c'est le plus rentable, et puis on ira dans un endroit qui est un peu moins rentable, il y a un peu moins de vent. Oui, voilà, c'est comme ça, hein. On fera ça partout. Et puis encore un peu moins de vent, et puis encore un peu moins de vent, et ainsi de suite. On va pas commencer par mettre des éoliennes où il y a moins de vent.
à l'échelle globale, ça devrait être comme ça. C'est pas tout à fait le cas. Notamment, regardez, les panneaux solaires, on en a beaucoup chez nous. C'est pas nécessairement l'endroit le plus rentable au monde. Donc, on a fait ça pour l'éolien, on a fait ça pour le solaire. Il y a quand même des distinctions assez fortes. C'est que pour l'éolien, on a quand même une série de sites qui sont très rentables, de 20, entre 15, 10, 15, 20. Puis, ça descend assez vite. C'est une question, parce que le vent est quand même relativement mal distribué sur Terre, donc des zones très venteuses et des zones très peu venteuses. Et donc, on le voit manifestement. Du côté du soleil, c'est finalement plus globalement réparti. On voit qu'on a une valeur de base qui est assez faible et qui est assez plat. Ce qui est plutôt favorable de dire que globalement, il y a quelques très 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 bons sites sur Terre, mais dans l'ensemble, on peut quand même produire à beaucoup d'endroits de manière satisfaisante. Donc c'est un premier regard plus complet, et on se dit que si on veut développer massivement ceci à l'échelle mondiale, on va s'intéresser à la façon dont ces courbes évoluent et savoir qu'elles diminuent. Et donc je peux pas prendre l'éolienne, la meilleure éolienne du monde, et dire regardez c'est 20, et donc c'est 20 pour tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. La production éolienne actuelle est tout ici. C'est ça qu'on produit aujourd'hui dans le monde. Donc, et là, c'est ce dont on a besoin. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une marque. Donc, aujourd'hui, on a des exemples qui sont très positifs, mais c'est pas nécessairement le cas pour tous les sites. Et donc, tôt ou tard, on va rencontrer des sites qui sont moins intéressants, et ça va avoir des conséquences. Non, c'est des quantités, pardon. C'est la quantité produite par année. C'est plus j'ai installé de sites, en fait. Oui. Ça veut dire qu'on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme, c'est ça? Non, on pourrait. On est là aujourd'hui. C'est la consommation globale. La consommation totale d'énergie. Oui. Donc, on pourrait largement couvrir notre consommation avec l'éolien, etc. C'est ça que c'est grave. Alors, au niveau mondial, le potentiel est là. Ah, oui, mais voilà. De nouveau, ça paraît simple. Oui, on y va. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, là où ça devient intéressant, plus intéressant encore, une étape plus loin dans la compréhension, c'est qu'en fait, ce ROI, on donne une valeur qui peut être même variable à différents endroits et en fonction du déploiement, mais on doit s'intéresser au numérateur, parce que c'est l'énergie électrique produite, c'est du PV, du solaire, du PV, de l'éolien, donc c'est de l'énergie électrique. C'est le dénominateur que l'on doit faire attention, parce qu'il est constitué de deux termes. Donc ce dénominateur est constitué principalement, pas principalement, mais de deux termes, de l'énergie consommée sous forme directe. Donc, si j'imagine une éolienne, c'est le carburant du type qui va l'entretenir. Voilà, c'est l'offshore, c'est qu'un hélicoptère ou un bateau, et donc ils y vont, et il y a du carburant, donc c'est l'énergie directe qui est injectée. Et puis l'énergie sous forme indirecte, c'est tout ce qui est le capital, donc c'est-à-dire l'éolienne ou le panneau solaire en lui-même, il faut le construire, donc l'énergie nécessaire pour le faire, et les biens et services qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la technologie. Alors c'est important de faire la distinction entre les deux, parce que dans l'économie, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose de prendre de l'énergie du système énergétique et de la réinjecter directement. Et c'est très clair pour l'aspect pétrolier. Pour produire du pétrole et de la chimie, il faut consommer du pétrole. Ah oui, c'est évident, c'est assez simple. Et la version indirecte est quand même nettement plus complexe parce que je prends l'énergie que je fournis au reste de l'économie, qui doit travailler et produire pour alimenter mon système énergétique. La boucle est quelque part beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe et demande de faire intervenir l'économie au sens large du terme, dans le sens où ça fait tourner des usines, c'est des services, etc. Donc c'est vraiment l'économie qui tourne au profit du système énergétique. Et donc cette distinction est importante et vous allez comprendre pourquoi elle est importante. Alors on se dit, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup d'intérêt de distinguer parce qu'en fait la contribution principale est directe. Vous voyez les chiffres. Donc ça c'est les chiffres énergétiques mondiaux, c'est l'énergie mobilisée mondialement. Et donc on voit que le système énergétique vous fournit 422 exajoules. Alors, on va pas essayer de faire de l'analogie, c'est beaucoup. Et dedans, 41 retournent directement au système énergétique autoconsommé. Et il n'y en a que 3,5 qui tournent par le reste de l'économie. Et donc, on dit, pourquoi est-ce qu'on fait la distinction? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Effectivement, si on regarde les chiffres tels quels, voilà. Donc, c'est vraiment global. Et alors, du coup, on peut calculer un retour énergétique de 9,4. Peu importe la valeur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, aujourd'hui, on est dans un système fossile où il y a énormément d'énergie directe. Et je vais annoncer ce que Jean-Pierre va faire juste après, c'est qu'en fait, mais regardons d'un peu plus près les énergies renouvelables. Où se situent-elles? Ce sont de très belles formes d'énergie. Et quand on regarde, alors ici, je regarde la quantité d'acier nécessaire par mégawatt installé. Et donc, je commence à regarder cet aspect un peu plus indirect, parce que de l'acier, c'est pas juste de l'énergie, c'est de l'énergie que j'ai donnée dans une aciérie, qui a été chercher du minerai, ou qui a été chercher qui a recyclé du métal, qui a dû le chauffer, ou qui a dû réduire le minerai ou chauffer le métal, etc. Donc, c'est passé dans l'économie. Et on voit que, le nucléaire est assez bas, effectivement, par mégawatt installé, c'est une très grosse unité. L'hydro se place bien, l'hydro, c'est la meilleure énergie renouvelable du monde. Ça y est, c'est imbattable.
Je ne dirais jamais le contraire. Charbon, c'est raisonnable. Les systèmes, les centrales au gaz, c'est très bien. Et puis, on voit aussi que l'éolien et le solaire sont très, très hauts. C'est-à-dire que par unité de puissance installée, et ce sera encore plus critique par unité d'énergie produite, eh bien, on a des quantités d'acier à mobiliser qui sont très importantes. Alors, à titre d'illustration, pour aller un peu plus loin, je ne vais pas couper l'air sous le pied de Jean-Pierre, mais ça va plutôt introduire ce qu'il va raconter juste après. Une éolienne de 3,45, et il y a quelques experts d'éolien dans la salle, donc ils vont pouvoir confirmer ou infirmer. Une éolienne de 3,45 MW, c'est 600 tonnes de matière à mettre en œuvre. Ah oui, alors évidemment, l'acier fait la partie principale, mais il y a tout le reste. Alors ça, je vais laisser, voilà, pour la pléthore de matériaux différents. Mais globalement, voilà, c'est ça. Et alors, sans compter les fondations qui font aux alentours de 1800 tonnes. Alors, ça dépend un petit peu où on les met, si j'ai considéré onshore. Et donc, tout ça pour 3,45 MW. C'est pas grand chose. Donc, c'est gigantesque. Et ça veut dire que quand je vais passer aux énergies renouvelables, cette partie indirecte qui est négligeable aujourd'hui, eh ben, elle va grossir. Elle va commencer à gonfler. Et donc, l'économie va tourner de plus en plus pour alimenter le système énergétique, juste pour produire ce dont on a besoin. Parce que ce n'est pas rien comme quantité. Voilà. Et donc, pour essayer d'appréhender cela, alors, faites attention, je vais vous donner après des chiffres et vous allez peut-être les noter, ceux qui sont vraiment intéressés. Il faut faire attention, on a plutôt des tendances, donc il faut regarder plutôt ça de manière qualitative que quantitative. Et donc, Élise, avec Marc Germain, et je dois le citer ici parce que c'est une contribution importante de sa part, Marc Germain qui était au corps pour ceux qui maintenant est retraité, nous a aidé à développer un modèle économique qui inclut deux secteurs. Ah oui, nous on s'intéresse à l'énergie, donc on a mis l'énergie en avant, et puis il y a le reste de l'économie, tout le reste. Voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le reste. Comment il appelle ça, Marc des biens à tout faire, etc. Je n'ai jamais compris ce genre de choses, des significations, peu importe, c'est pas ça. Et donc on a développé un petit modèle où effectivement, alors ce dont je parle de l'énergie directe, vous l'avez ici en bleu en haut, et puis l'indirect, oui, elle tourne ici dans le secteur. Et donc on a un petit modèle économique. Alors ça paraît simple, hein. Non, c'est quand même, enfin, Élise surtout, et moi un peu moins, et Marc, c'est quand même gratter la tête parce que finalement, mettre tout ça sous forme d'équation, avoir des bons paramètres, parce qu'il faut trouver dans l'économie aujourd'hui les bons paramètres. Donc, isoler le secteur énergétique du reste, c'est pas toujours évident. Parce que oui, c'est facile dans certains cas, mais dans d'autres, c'est pas évident à marcher. Donc, on a développé ce petit modèle, on l'a calibré sur base de la situation actuelle, et puis on l'a utilisé pour essayer de regarder ce qui pourrait se passer par la suite. On a fait deux modèles à ce niveau-là. Le premier, c'est le business as usual. Alors, c'est accroissement de la consommation d'énergie et on est sur cette tendance-là. Hein. Chaque année, on consomme un peu plus parce que c'est planétaire, hein, c'est pas la Belgique et donc à l'échelle mondiale, les gens ont besoin de plus d'énergie. Nous pas, mais la population en général mondiale a besoin. Et on considère une décroissance lente de l'intensité énergétique. Alors, c'est quoi l'intensité énergétique? C'est en fait la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité de PIB. Donc, $1 ou un million ou un milliard de PIB. Donc, c'est la quantité d'énergie. On dit qu'on s'améliore, en fait. On est de plus en plus efficace. Il faut de moins en moins d'énergie pour faire tourner l'économie. Ça, c'est le principe. Mais voilà, des croissances lentes proches de celles que l'on observe aujourd'hui. Donc, on est dans un business as usual, on consomme plus d'énergie et on s'améliore au rythme connu. Et puis, Sustainable Development, ce sont des scénarios de l'IEA. Consommation d'énergie constante, donc on suppose qu'on la fixe, et on est très agressif sur l'intensité énergétique. On dit qu'on va vraiment s'améliorer à des niveaux qui n'ont jamais été observés par le passé. On dit, voilà, on y va. Voilà. On met la machine en route et on essaie d'y aller. Donc, c'est déjà le deuxième est déjà très ambitieux par rapport à ce qu'il est raisonnable de penser qu'il va se passer dans le futur. Deux types de comportements, et on est plus sur l'économie, et donc, on pourra en discuter après parce que je ne vais peut-être pas nécessairement vous éclairer. Le taux d'épargne de l'économie est fixé. Donc, premier type de comportement de l'économie, le taux d'épargne est fixé. C'est la quantité de biens qui retournent en capital, donc est investi en capital. C'est ça le taux d'épargne. C'est combien de biens sont investis pour créer le capital qui crée les éléments par rapport à ce qui est à la consommation finale. Et alors, les préférences des consommateurs sont constantes, c'est-à-dire que dans ce que les gens consomment, secteur final et public, la part énergie et reste tous les autres biens restent un peu la même au bout du temps. Alors, les hypothèses simplificatrices, c'est peut-être difficile de les ancrer, de les justifier, mais il faut bien à un moment donné prendre des hypothèses parce qu'on ne peut pas tout lâcher dans le modèle, ça va. Deuxième type de comportement, c'est que croissance du capital est fixée, c'est-à-dire que le capital, je dirais au sens industriel du terme, et augmente, voilà, on lui fixe le rythme d'augmentation. Et les consommations sont elles-mêmes
préserver. Donc, dans les deux cas, c'est la même chose. Voilà, donc c'est quatre cas, si vous voulez, et je vais montrer un peu la tendance. Alors, et c'est là où on va voir qu'il y a peut-être une difficulté, et ça tient compte du ROI variable que j'ai montré avant, de sa structure, etc., etc. Donc, on a tout mis ensemble. Donc, c'est bien un système énergétique, enfin, un modèle énergétique et un modèle économique qui tournent ensemble pour arriver à ces résultats. Alors, le premier, c'est dans le cas de consommation et taux d'épargne fixe, c'est-à-dire qu'on injecte une quantité connue dans l'augmentation du capital au niveau des secteurs économiques. Eh bien, on voit qu'on n'arrive pas à la transition. Il n'y a pas moyen. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à arriver à la transition. On n'arrive pas à mobiliser assez de capital. En fait. C'est ça la clé. On n'arrive pas. Et donc, on ne fait pas la transition. Même dans le cas d'un scénario très favorable, on voit que on n'arrive pas à passer à 100% d'énergie renouvelable. On est coincé. Alors, je pense qu'on n'y arrive même pas au bout du compte, ça sature. Et on voit ici la croissance. C'est une variable observée. Le taux de croissance du PIB, on voit qu'il chute et qu'il atteint des valeurs proches de zéro. Et donc, ça va donner des nuits blanches aux économistes, puisqu'on est tous basés sur le fait que la croissance est une sorte d'obligation sociétale, sinon on ne s'en sort pas. Et donc, on voit ici que la croissance diminue. Donc, c'est un premier cas ça marche pas. Donc, on se dit que ces premières hypothèses sont pas suffisantes. Et donc, on passe à une deuxième qui est le cas où on fait une croissance du capital, donc on impose l'augmentation du capital en disant, bah oui, il faut que ça monte avec un rythme assez soutenu, on veut le préserver. Et on peut y arriver. Et donc, on arrive à la transition, c'est ça qui est bien. Aux alentours de 2070, bon, on rate un peu la cible, mais en tunant un peu cette augmentation, on peut y arriver. Donc, il ne faut pas se fier aux chiffres. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit que le taux d'épargne de l'économie doit devenir important. Oui, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que on va devoir consacrer beaucoup plus de biens produits au secteur économique. Mais ça vous satisfait pas, ça vous arrange pas, ça. Parce que ça veut dire que vos bagnoles, c'est fini, vos si, c'est passé ça. C'est ça, c'est la production économique qui est réinjectée pour alimenter le secteur économique. Au détriment de qui? Au détriment de la consommation individuelle. Donc, d'où cet aspect de restriction, de limitation, etc., sur la consommation individuelle, parce que c'est ça qui compte, en fait. Le fait qu'il y ait des grosses industries qui tournent, ça fait du business, ça fait du boulot, etc. Mais si c'est pour ne pas avoir de consommation à titre personnel, il y a une forme de restriction qui s'installe. Voilà, donc on voit ça, sachant que la croissance du PIB diminue aussi, donc on va pas avoir des soucis. Ça, c'est dans le cas Sustainable Development, donc ça veut dire le cas le plus favorable. Si c'est pas favorable, il faut 115 ans. Alors on rate la cible du CO2 et puis on arrive dans un monde qu'on ne maîtrise pas bien, donc on ne va pas parler de ça. Donc il y a moyen. Alors, je conclus ici, parce que le but c'est d'être court et puis on en discutera. Hein. Voilà, donc je résume ici ce que je viens de dire. Donc, une transition vers les énergies renouvelables tout en maintenant une croissance du capital est possible. Si, alors, est possible, on s'entend que ça reste un peu limité. La consommation totale d'énergie est stable. Déjà, c'est une forme de limitation. L'efficacité énergétique augmente significativement, ce qu'on n'a jamais observé jusqu'à présent. Le taux d'épargne de l'économie augmente de 25 à 40. On a connu ça. Ça, c'est bien, ça, on a déjà fait. On a fait ça pendant les guerres. Parce que pendant les guerres, on a un taux d'épargne qui est très élevé parce qu'effectivement, on sacrifie la consommation individuelle au profit de la machinerie militaire dans ce cas-là, mais qui est une forme d'activité économique. Donc, on a bien connu. Et la Chine a connu, un peu moins aujourd'hui, mais la Chine est dans cette situation-là, entre 2000 et 2015, elle est dans cette situation-là, c'est-à-dire que elle a développé son infrastructure, routes, trains, etc., au détriment de la consommation individuelle. Ce n'est que ça commence seulement à se développer en Chine, la consommation individuelle. Donc, on a connu, donc on peut faire. Le capital est principalement le secteur énergétique. C'est-à-dire que le secteur énergétique devient énorme dans l'ensemble de l'activité économique. Ça, on n'a pas connu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Peut-être que si on regarde historiquement certaines sociétés, je dirais, relativement archaïques, où le bois de feu était sans doute l'élément principal, peut-être qu'on se retrouve avec des choses de ce type-là. Mais voilà. Et sans doute, je ne sais pas. C'est une hypothèse comme ça que je vous dis, c'est pas du tout été. Et alors, il faut que la consommation individuelle diminue. C'est la condition. Et donc, je pense que ça répond, en tout cas, ça va dans le sens de la question qui était posée. Effectivement, on constate que c'est au détriment de la consommation. Le fait que les ROI diminuent, en fait, finalement, n'a pas tant ça va avoir un impact. Mais c'est même pas ça le critère clé. C'est vraiment cette structuration du dénominateur qui est fondamentale et qui va peser. Voilà. Et donc, ce sont les conclusions que l'on a obtenues
tenu avec Élise et Marc Germain suite à tout son travail de thèse. Voilà, et je vous livre ça et puis on en discutera par la suite. Voilà, merci. Et sans transition, donc je pense que vous allez voir un peu certains mots-clés qui ont été utilisés par Hervé. J'espère que vous allez voir un peu le lien, par exemple, sur le ROI, parce que c'est quand même quelque chose qui va impacter énormément, effectivement, la tendance dans laquelle on va devoir se diriger au niveau de la consommation. Donc avant, moi, je voulais peut-être reprendre le titre, donc j'ai essayé de... Je suis un bon élève, j'ai essayé de reprendre le titre, ou peu courageux. Donc j'ai essayé de reprendre le titre et donc de regarder l'aspect privation. Et donc voilà, si on regarde un petit peu sur Internet, vous voyez plein de définitions de ce terme privation. Première qui est arrivée en googlant, c'est un fait d'être privé de quelque chose. Puis après, on peut voir ça graduel. Il y a une perte, il y a un dommage, on peut aller jusqu'à la souffrance. Et puis après, on arrive ici, on est plus acteur, on agit par soi-même, on se dit, je vais me priver volontairement. C'est ce qu'on appelle l'abstinence. Voilà, donc il y a vraiment différentes formes de privation. Et donc moi, ce que j'essaye de balayer ici avec vous en 15-20 minutes, c'est l'aspect plus des matériaux. Et je me suis basé sur deux rapports à deux échelles différentes. Un qui est issu du SPF Santé publique département environnement, un rapport d'il y a 1 an maintenant, au mois de mai 2021, qui essaye un petit peu d'imaginer quels sont les scénarios pour la Belgique. Et après, moi, je vais surtout parler de scénarios globaux en prenant donc le regard des matériaux. Et voilà un petit peu, une phrase un petit peu résumée de ce rapport qui dit que techniquement, c'est possible d'aller vers une situation de neutralité climatique en Belgique, mais que si c'est techniquement possible, il faudra se baser sur 2 grands piliers. Un premier qui est l'existence de nouvelles technologies. Alors, Hervé en a cité plusieurs, l'hydrogène, les combustibles synthétiques, la captation de CO2 comme étant aussi une obligation, l'utilisation de bioénergie. Et le deuxième point qui est très important, c'est plus particulièrement pour cette réflexion, on va dire aujourd'hui, c'est les nouveaux modes de consommation et de production. Donc moi, je vais d'abord me centrer sur ces nouveaux modes de consommation, c'est-à-dire le comportement finalement individuel et également bien sûr collectif. On parle beaucoup dans ces rapports, donc le rapport au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau mondial, de cette nécessité de changement de comportement. Et qu'est-ce qui se traduit là derrière? C'est une économie collaborative. Ça, on commence déjà à voir apparaître un certain nombre d'initiatives. Et là, on parle de partage. Alors, est-ce que le partage, c'est une privation aussi individuelle? On parle d'économie de la fonctionnalité. Donc, on ne possède plus nécessairement un bien, mais on va en jouir. Donc, c'est le leasing. Donc, on n'est plus dans la propriété peut-être des objets que l'on achète. Et donc là, à ce moment-là, on peut parler aussi peut-être de privation, d'une certaine liberté, d'une certaine propriété. On parle de la nécessité absolue de réduire les déplacements, de réduire la taille des logements, de réduire notre consommation alimentaire, de réduire nos déchets. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort de ce rapport en termes, donc dans le chapitre pilier comportement. Alors moi, j'ai regardé plus particulièrement dans ce rapport les aspects matériaux. Là, de nouveau, un rapport extrêmement complet. Je n'ai repris que ici une phrase résumant un petit peu la position ici donc pour la Belgique jusqu'en 2050. Et ce qui est mis en avant, c'est qu'il y aurait une baisse de la demande par 50% en termes de matériaux. Alors ça, cette affirmation, elle a été par un certain nombre d'analyses, mais évidemment, cette conclusion est valable sur le territoire belge. Alors moi, j'ai essayé maintenant, je vais me décaler, je ne vais plus rester sur la Belgique, mais regarder ça de manière mondiale et aussi à travers le temps. Et voilà, on voit des graphes tous les jours maintenant avec ces exponentielles. Vous en avez pour le gaz à effet de serre. Ici, c'est un graphe qui représente, vous voyez ici, c'est la consommation globale des ressources. Alors les ressources, il y a différents types de ressources, les matériaux de construction, les différents minerais, le charbon, la biomasse, etc. Et vous avez aussi, sur cette courbe ici en rouge, l'augmentation de la population. Et en rose ici, c'est le PIB. Alors on voit qu'en 120 ans, il y a une augmentation évidente de la population sur la Terre. Les économistes pourraient se dire, ouais, génial, on a un PIB qui a été augmenté de manière drastique, bien plus importante que l'augmentation de la population.
quid de la répartition, évidemment, et de la justice sociale, de répartir de cette richesse, de cette population d'augmentation. Mais moi, je vais juste, bon, je ne sais pas du tout mon domaine, je vais m'attarder uniquement sur les aspects plus matériaux. Et sur ces aspects matériaux, on voit qu'il y a une augmentation de la biomasse, on voit les énergies fossiles, ben voilà, c'est un peu la conséquence aussi d'une partie, en tout cas, de ce dérèglement climatique. Et puis moi, je vais m'attarder surtout sur ces augmentations, vous voyez qu'elles sont drastiques, de la consommation de minerais dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine de la construction, des infrastructures en général. Alors quand on parle de minerais, juste pour situer aussi par rapport à l'échelle du temps, à l'échelle humaine, elle se situe là et on voit au niveau de l'eau, au niveau du cycle de l'eau, le cycle de l'agriculture, de la pêche, etc., des forêts, on est à peu près, nous, dans cette même échelle de temps. Par contre, quand on parle des métaux et l'ensemble des minerais pour les infrastructures, pour les énergies dites renouvelables, on se retrouve à des constantes de temps qui, elles, par contre, se chiffrent en dizaines, centaines de millions d'années. Donc c'est pour ça que l'ensemble des technologies dites renouvelables, c'est le mot utilisé, les énergies vertes, elles sont toutes basées principalement sur une consommation de minerais qui, eux, malheureusement, sont renouvelables, mais à des échelles qui dépassent évidemment l'échelle humaine. Alors si on regarde un petit peu l'extraction de ces minerais, parce qu'au départ, évidemment, avant d'avoir un objet que l'on loue ou que l'on utilise, dont on jouit en tout cas, il faut des matériaux, et ces matériaux, ça commence par l'extraction dans les mines. Et là, de nouveau, des graphiques au cours du temps. On voit ici, par exemple, pour le cuivre, ici pour le nickel, en parenthèse, le cuivre, on va vers une électrification massive de nos sociétés. Et le cuivre va être vraiment un élément incontournable, en tout cas, avec la connaissance des technologies actuelles. On a besoin de beaucoup de cuivre. Et quand on voit un petit peu ici, dans ce rapport sur les ressources naturelles minières, on voit qu'il y a une diminution importante, voire très importante, de toutes les mines en exploitation. On était en Australie avec des concentrations, donc à la fin du 19e siècle, de 25%, pour arriver aujourd'hui, vous voyez, n'importe quel... En tout cas, repris sur ce graphe, donc c'est en fonction de la quantité, évidemment. Donc, les majeurs, les mines majeures, elles sont dans la roche. Vous prenez une tonne de roche, on a une concentration que de l'ordre du %, voire inférieure au % de cuivre. Évidemment, donc la quantité d'énergie pour extraire une même quantité de cuivre va commencer à augmenter. Même chose pour le nickel, et vous pouvez retrouver dans ce rapport vraiment un peu cet historique, on va dire, de l'exploitation minière pour tous ces matériaux de base, en tout cas qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie. Alors juste pour vous montrer le rapport entre la concentration du minerai utile dans la roche que vous extrayez, et vous voyez, il faut passer par de multiples étapes avant d'avoir le barreau de cuivre, avant d'avoir le fil de cuivre plus ou moins pur. On passe de l'extraction avec le dynamitage ici au niveau de la mine, et puis on a un premier concassage, et puis on vient fondre, et puis on vient raffiner. On voit que ces étapes ici de raffinement, elles ont une certaine quantité d'énergie. Vous voyez, c'est la quantité d'énergie par kilo utile de cuivre. Et on voit que ces deux étapes ici, les premières étapes, donc vraiment ce qui se passe dans la mine même, extrêmement dépendant de la quantité d'énergie grise dont Hervé a parlé, que l'on retrouve dans les matériaux, est extrêmement dépendant de la concentration de ce matériau dans la roche. Quand on voit en tout cas dans toutes les mines qui sont exploitées aujourd'hui, la concentration diminue et donc la consommation d'énergie pour l'extraction, qui sont les phases les plus consommatrices, explose. Et si on va au ROI, c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins d'exploration de mines, parce que économiquement, des gens ont difficile à mettre du capital sur des exploitations où on sait très bien. Donc, quand vous parlez avec des géologues, ils disent tous nos stress du matériau, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. D'accord, mais diffus, dispersés. Et donc, de moins en moins, on arrive à trouver des filons où la concentration de minerais utiles est très importante dans la roche. Et donc, c'est un peu la problématique de ce ROI. Le ROI comme chute à travers ces exploitations minières. Alors, au niveau de l'énergie grise, donc l'énergie nécessaire pour extraire les minerais, moi, je reprends aussi quelques valeurs ici. Vous voyez le sable, le gravier, le ciment, le cuivre dont je parlais, on est à 60 mégajoules par kilo. Évidemment, vous voyez, en fonction des matériaux, et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, des matériaux comme l'or, la quantité d'énergie, la concentration est totalement faible
on arrive avec une énergie grise qui est extrêmement importante. Alors là, c'est des matériaux utilisés, extraits dans ces mines. Ce que je voulais montrer avec ce graphe, vous avez chaque fois les références, hein, je pourrais donner les slides, c'est la quantité de minerais que l'on retrouve dans la croûte terrestre, une moyenne, pour l'ensemble des matériaux. Vous pouvez retrouver à peu près ici l'ensemble des éléments du tableau de Mendeleïev. Et vous voyez qu'ici, l'échelle est logarithmique. Donc on a 12 ordres de grandeur entre les matériaux avec des concentrations les plus élevées. On retrouve, c'est le silicium, l'aluminium, et des concentrations les plus faibles comme l'iridium. On a 10 ordres de grandeur. Alors juste l'exemple ici, si vous avez une technologie ou une industrie qui est basée principalement sur le fer, vous voyez qu'en moyenne, dans une tonne de roche extraite, vous allez avoir à peu près 330 kg de fer. Okay, donc concentration très très élevée du minerai utile dans la roche extraite. Par contre, si vous avez une économie qui est basée sur des matériaux à faible concentration, le platine qui est un catalyseur qui est énormément utilisé dans beaucoup de procédés électrochimiques, juste pour prendre un exemple, donc dans la microélectronique, donc c'est un matériau qu'on retrouve quand même régulièrement dans des capteurs, etc. Donc c'est pas anodin, le platine est fortement utilisé dans notre industrie. Pour une tonne de roche extraite, là on n'est pas à 330 kg, on est à 3 grammes. Vous voyez un petit peu, donc la quantité d'énergie évidemment. Donc vous voyez, entre matériaux et énergie, on ne sait pas s'en défaire, hein. On est toujours... Les produits, on va dire commerciaux, qu'on retrouve sur le marché dans les années 50, utilisaient à peu près l'ensemble des matériaux qui sont repris ici, sur le slide. Et puis, depuis déjà des années, je devrais changer la date, mais voilà, en 2019, aujourd'hui, on va dire, c'est un peu l'ensemble des matériaux qui sont utilisés. Non seulement on utilise l'ensemble des matériaux, donc toute cette capacité des minerais, mais en plus on les mélange. Okay, on les extrait, on les veut très purs, donc on a du cuivre, on a du nickel, on a de l'iridium, très pur, et puis pour arriver à des fonctionnalités particulières, dans le domaine de la mécanique, de l'électromécanique, de l'électronique, de l'électrochimie, on ne va pas regarder les matériaux, donc vous voyez ici c'est un peu les alliages, donc on va mélanger ces matériaux pour donner des propriétés, effectivement, l'ingénieur fait relativement bien son boulot, il arrive à des performances assez exceptionnelles. Mais cette performance accrue entraîne un mélange des matériaux, ce qu'on appelle les alliages. Et ça pose d'autres difficultés dans le cycle de vie complet du matériau, chose que généralement l'industrie, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas beaucoup regardé, n'a pas beaucoup anticipé. Mais voilà, je parlerai du Micor, parce qu'on est en collaboration avec eux, ça devient vraiment un cauchemar de pouvoir utiliser les techniques de métallurgie classique. Vous avez la roche avec quelques concentrations fortes de matériaux, avec maintenant ce mixte de matériaux. Et voilà, ici encore de nouveau, en fonction du temps, l'utilisation des matériaux. Vous voyez, des technologies, la vapeur, ici la voiture à explosion, les panneaux solaires, l'éolien, et là, le smartphone, on est à peu près 60 éléments du tableau de Mendeleïev qui sont utilisés pour fabriquer ces objets. Donc, vous voyez, quand je parle de ce mixte, c'est un mixte par fonction, mais c'est aussi un mix dans l'objet. Et quand vous avez un smartphone, j'en parlerai après, Umicore ne sépare pas les éléments, c'est pas possible. Donc il broie le tout. Donc vous avez une soupe de minerais qui correspond à peu près donc, à ces 60 éléments. Alors si on regarde, pour faire le lien par rapport au transport et par rapport à l'énergie, l'utilisation de ces minerais, on est et on entend au niveau politique, il faut que la voiture à explosion ou la thermique, qu'on n'en parle plus dans les quelques années qui viennent, qu'on passe à tout l'électrique. C'est un choix, et c'est vrai que c'est un choix guidé de nouveau par cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas là en direct. Après, il faut voir comment l'électricité va être produite. Mais ça a des conséquences évidemment non négligeables sur la pression en termes d'utilisation de matériaux, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique du dessus. Donc on a la voiture électrique, vous voyez la répartition des matériaux. De nouveau, on retrouve le cuivre de manière très importante, on retrouve le nickel, on retrouve le lithium, etc. Je ne vais pas tous les citer, le cobalt, qui sont nécessaires pour la fabrication d'une voiture. À comparer à la voiture conventionnelle, où on voit que là-bas,
en termes de matériaux utilisés, on est plus réduit. Et alors là, c'est un peu ce que tu présentais. Tu présentais pour l'aspect de l'acier utilisé dans les différents types d'énergie dites renouvelables. On compare ici aussi au gaz naturel et par rapport au charbon. Et on voit le nucléaire, le solaire. Et alors, il y a une grosse différence entre le offshore et le onshore au niveau de l'éolien en termes de consommation des matériaux. Ici, la grosse différence sont les matériaux ferromagnétiques qui sont utilisés. Donc, vous voyez la quantité de matériaux, exprimée en kilos par mégawatt d'énergie, se répartit comme suit. Et donc, on voit que ces énergies dites renouvelables sont très, très, très demandeuses. Donc, si on a une transition énergétique, je reviens rappeler le chiffre de la Belgique, on va consommer 50% en moins de matériaux par rapport à la situation d'aujourd'hui. Sans dire que, je vais vous montrer, au niveau mondial, ça va augmenter. C'est inévitable. Alors, peut-être aussi des difficultés géopolitiques, on en connaît aujourd'hui par rapport au gaz, par rapport au pétrole, par rapport aux terres rares. On parle beaucoup des terres rares, mais c'est loin d'être le seul matériau qui peuvent poser difficultés dans le futur. Donc, on voit qu'au niveau extraction, c'est très mal réparti. C'est principalement, vous voyez, en Australie, en Chine, en RDC pour le cobalt. Donc, c'est pour certains matériaux. Mais en gros, c'est l'hémisphère sud et aussi l'Asie du Sud-Est pour l'extraction des minerais. Et puis, on a le processing. Donc, il y a l'extraction des matières brutes, sous forme, si vous voulez, de cailloux. Et puis après, il y a le raffinage, le procédé, qui est toujours aussi très énergivore. Et là, on voit que la Chine, elle a pris un peu tout ce business. Et donc, le raffinement se fait principalement pour la plupart des matériaux en Chine. Donc, ça va poser des problèmes. Alors, le graphe, je ne vais pas le remontrer, tu l'as bien montré. Juste peut-être pour ajouter, on voit que pour le PV, il y a vraiment, donc pour le panneau photovoltaïque, on a une marge, pas d'erreur, mais une variation très importante en fonction de la manière dont ils vont être installés. Le point qui est ici, c'est l'installation sur l'habitation, sur des buildings, sur des structures déjà existantes. Or là, c'est la ferme solaire qui nécessite énormément d'acier et de béton, en tout cas dans cette mise en place. Oui, je t'en prie. Dans le graphe précédent, vous montrez la consommation, encore avant, oui. La consommation des ressources par puissance installée. Oui. La puissance, ce besoin est amorti surtout le long de la vie de l'éolienne, moyennant un petit peu de travail. Tout à fait. Et donc, que devient ce graphe si on rapporte non pas à la puissance, mais à la production d'énergie, ce qui intéresse les industriels et les consommateurs? Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est vraiment une image de départ. Donc, ça signifie qu'il y a un investissement, en tout cas de départ, très important. Là, ça rejoint un peu donc, à ce que Hervé mentionnait. Donc, il y a un investissement. Donc, au niveau de l'économie, il y a nécessité d'investir massivement. Et alors, tu as tout à fait raison. Donc, ce sera un graphe, je ne l'ai pas, mais ce sera un graphe très intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin d'investir de manière massive dans les infrastructures qui vont nécessiter donc énormément de matériaux. Et comme on l'a vu, les matériaux sont de plus en plus avec une énergie grise très importante. Et donc, il y aura un pic, ça c'est toutes les études le montrent, il y aura un pic de CO2, en tout cas pendant quelques années, pour pouvoir installer ce type d'infrastructure. Puis après, il faut voir effectivement au cours du temps comment on peut revenir. Alors, dans le bouquin que j'ai cité de Mike Ashby, c'est Sustainable Development of Materials, il a ce genre d'études, où il montre par exemple pour les panneaux solaires, quelle est la durée de temps qu'on a installé la structure pour vraiment arriver à un niveau carbone négatif. Mais ça commence par un pic. Mais voilà, malheureusement, je n'ai pas ça ici avec moi. Voilà. Donc, on en était là. Je vais bientôt terminer. Donc oui, voilà, le rapport ici, donc c'est pas le rapport belge ici, c'est le JR. Tout le monde connaît, je suppose, le GIEC, ce groupement d'experts internationaux pour l'étude du climat. Ici, c'est un même groupe de scientifiques au niveau mondial pour étudier l'évolution des ressources. Et donc, c'est dans l'issue de leur rapport où il indique que le passage de cette orientation vers une transition énergétique, vers d'autres types de technologies, l'hydrogène, le solaire,
l'éolien, etc. Ben voilà ce qu'ils mentionnent. En tout cas, bon, ils ont plusieurs scénarios, hein, évidemment, comme dans tout rapport. Ça, c'est la situation actuelle en mégatonnes de matériaux nécessaires. Et on voit que, bon, rien à faire. Il y a une multiplication très importante. Et je reprends ici quelques matériaux dont vous avez sûrement entendu parler dans les médias. Pour 2040, il n'y a pas une réduction par 50% de ces minerais. Oui, peut-être sur le sol belge. Pourquoi? Parce qu'on est des consommateurs. Et donc, la consommation, le scénario belge imagine le partage, l'économie plus circulaire, la fonctionnalité, ce genre de changements structurels qui sont très importants et très intéressants. Mais ce qui n'empêche que l'usage de ces produits et services nécessiteront, en dehors de nos frontières, une consommation plus accrue. En tout cas, c'est ce type de rapport, ce type de réflexion qui apporte ça. Et donc, de nouveau, dans ce JR, il se pose des questions aussi sur... Oui, c'est là, c'est presque le dernier slide, mais donc voilà, mais les défis sont importants, bien sûr, sur l'économie de matériaux. Voilà, on pourra discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire des économies de matériaux dans les procédés de fabrication? La réponse est oui. Je peux vous donner plusieurs exemples si ça vous intéresse. Augmenter la durée de vie des produits. Voilà, ça c'est... Et j'arrive donc à aller peut-être sur l'aspect recyclage. Donc, vu la semaine passée, on est en contact régulier avec Umicore. La semaine passée, on a encore été les voir. Ceci reste toujours valable. Sur les 60 éléments, ils arrivent à en extraire 17. Il n'y en a que 4 qui économiquement sont rentables, 4 matériaux sur les 17. Et donc, ils ne se concentrent que sur ces 4-là. Donc, sur 60, ils n'en récupèrent que 4. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Eux-mêmes, Umicore, donc c'est un slide d'Umicore. J'ai laissé leur logo là. C'est un slide qu'ils ont présenté la semaine passée en disant le recyclage, très bien, mais please, quoi. Or, c'est leur business. Hein. Ils font du recyclage. Ils disent qu'il faut vraiment réfléchir au reuse. C'est impossible pour nous d'avoir cet engagement sociétal, parce que les yeux sont rivés beaucoup sur Umicore, il y a une pression sur eux pour dire fermez la boucle, essayez d'être plus efficace, donnez-nous des procédés, recycler mieux. Et le message était très clair. C'est pas possible. En tout cas, avec les technologies actuelles, avec la rentabilité, de nouveau, le retour sur investissement, la matière première extraite fraîche est encore beaucoup trop bon marché. Pour eux, il y a une certaine rentabilité. Donc, ils disent, le meilleur à faire, c'est la réutilisation. Enfin, voilà. Je m'arrête là. Donc, privation, pour moi, un choix, de toute façon, n'est pas vraiment, on doit aller vers la sobriété, donc un changement de comportement. Tous les rapports le mentionnent. Il y aura une privation, à mon avis, aussi liée certainement au prix, une certaine rareté, une offre de la demande, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais la pénurie, elle est là, et ce n'est pas le Covid, c'est bien plus structurel. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est structurel, et un manque de compétences aussi, qui se fait de plus en plus criant. Voilà, désolé pour le temps. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est une belle et importante question qui a été posée par les organisatrices du séminaire. Alors, pour ma part, je ne suis pas vraiment légitime pour me prononcer, comme les deux intervenants précédents, sur les conditions techniques et matérielles de la transition. En effet, mon domaine, c'est celui de l'éthique et de la philosophie politique. Néanmoins, dans le prolongement de ce qui a été dit, je souhaiterais présenter quelques idées sur plutôt la légitimité ou au contraire l'illégitimité des privations liées à la transition vers une économie bas carbone. Donc, je me permets de reformuler un peu la question. Dans la perspective de la justice sociale, quelles sont les privations ou restrictions qui sont justifiables, à quelles conditions et pour qui? Et alors, donc, je viens de dire privation ou restriction parce que, en effet, une première difficulté pour répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui, je crois que c'est de définir ce mot privation. Comme ça a déjà été dit, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a beaucoup de sens différents qui peuvent être associés au terme de privation. De manière générale, une privation, c'est souvent le manque de quelque chose de vital ou de nécessaire pour mener une vie digne, comme la privation de nourriture ou la privation de liberté. Donc ça, ce sera un premier sens que j'utiliserai. Mais par extension, on entend aussi parfois privation plutôt comme limitation, comme une limite posée à nos désirs, que ces désirs portent ou non sur des choses essentielles. Et ainsi, on peut par exemple se priver de dessert ou être privé de sortie sans pour autant être privé de quelque chose qui soit vital ou essentiel à notre dignité.
D'autre part, on le voit, la privation, elle n'est pas nécessairement subie, elle peut aussi être choisie. On peut être privé ou se priver, et la privation, elle peut aussi, et ça va être un point important dans mon argumentation, elle peut être collective ou individuelle, elle peut être le résultat d'une décision politique ou d'un état de fait, elle peut être organisée ou être spontanée. Alors, pour commencer, en ce qui concerne la transition vers une économie bas carbone, ça a bien été montré par les présentations précédentes, il apparaît clairement qu'elle implique une limitation de nos désirs et de notre pouvoir d'action, ne serait-ce que parce qu'on doit limiter l'extraction de combustibles fossiles. Collectivement, nous devons nous priver d'énergie fossile. Donc c'est une première forme de privation, de limitation. Dans la mesure où pour éviter un réchauffement planétaire de plus de 2 degrés, nous devons atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale le plus vite possible dans la seconde moitié du siècle. Si on reconnaît les limites de la capture et du stockage du carbone, qui reposent pour partie soit sur des technologies incertaines ou très énergivores, ou soit sur des méthodes naturelles, en gros planter des arbres, mais qui sont des méthodes qui entrent en conflit avec d'autres usages des sols comme l'agriculture, il apparaît que nous devons très largement nous priver de combustibles fossiles. Or, se priver de combustibles fossiles, c'est ce qui a été montré aussi aujourd'hui, ça implique aussi de devoir se priver d'énergie en général. Une réduction de la consommation d'énergie mondiale, ou du moins une stagnation, une limitation de cette consommation d'énergie mondiale est nécessaire, et vu la croissance démographique, ça implique donc une réduction de la consommation d'énergie par personne, en moyenne. Et même si le rôle des énergies renouvelables est très important dans la transition, ça a été montré, il n'a pas un potentiel infini. Et alors, c'est un point qui a peut-être été un peu moins mentionné, mais les centrales solaires, éoliennes ou encore hydroélectriques, elles ont une empreinte au sol ou une empreinte aux mers pour les éoliennes maritimes, qui est très importante et qui entre donc en conflit aussi avec d'autres usages des sols, comme l'agriculture, la pêche, mais aussi la protection de la biodiversité. Et de plus, on l'a vu, la construction de panneaux solaires, de turbines éoliennes, elle requiert des matériaux, des métaux et dont l'extraction elle est polluante, elle est très énergivore. Et donc, c'est un potentiel qui est limité. L'efficacité énergétique, elle permet certes de consommer l'énergie plus intelligemment, mais on sait qu'elle est vulnérable à l'effet rebond. Quand on peut consommer moins d'énergie pour produire une même quantité de chaleur ou d'électricité, on va avoir tendance à chauffer plus, à éclairer davantage. Donc, la transition vers une économie bas carbone, elle implique une limitation de nos désirs de consommation d'énergie. C'est l'idée de la sobriété énergétique et cette première forme de privation collective, imposée à nos désirs de manière générale, elle apparaît indispensable. Tout ça, ça a été mieux expliqué par les intervenants précédents. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement en tant qu'éthicien, c'est de savoir quelle est la légitimité d'une telle privation. Est-ce que nous avons l'obligation collective de nous priver, de limiter notre consommation de combustibles fossiles, de limiter notre consommation d'énergie? Et on pourrait d'abord se dire qu'on pourrait vouloir rejeter en fait cet impératif de limitation collective, donc du bien-être des générations présentes au profit des générations futures, parce que ce seront tout de même les générations futures qui seront les plus touchées par le changement climatique. On pourrait en effet se dire pourquoi se priver pour des personnes futures dont nous ne sommes pas certains de l'identité, dont nous ne sommes pas certains de l'existence ou du nombre. C'est toutefois des questions que je vais laisser de côté. Elles ont été amplement débattues dans la littérature philosophique et je vais admettre, mais je pense que ça ne choquera personne, que quel que soit leur nombre et leur identité, il est extrêmement probable qu'il y aura des êtres humains qui existeront dans 1, 2, 3 siècles, que ces personnes, elles auront des intérêts, et que par conséquent, nous n'avons pas de bonne raison philosophique de considérer que ces intérêts de ces personnes futures valent moins que nos propres intérêts. Et dès lors, un argument pour justifier la privation des générations présentes en faveur des générations futures, ce serait de se dire que le changement climatique, lui aussi, est synonyme de privation.
et que donc il s'agit de se priver aujourd'hui pour éviter des privations encore plus grandes demain. Demain, j'entends dans le futur plus ou moins éloigné. En effet, le dérèglement des régimes de précipitation et des régimes de température, la hausse du niveau des mers constitue une grave menace pour l'agriculture et donc des privations de denrées alimentaires. En outre, les destructions matérielles, mais aussi les pertes humaines causées par l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les ouragans, les inondations, les sécheresses, peuvent aussi être interprétées comme des formes de privation. La question qu'on peut se poser alors, un peu comme le font les utilitaristes ou certains économistes du climat qui souscrivent à un cadre d'évaluation qui est celui de l'analyse coût-bénéfice, c'est de savoir quelles sont les privations les plus grandes. Celles causées par le changement climatique ou celles causées par les politiques climatiques, les politiques de lutte contre le changement climatique. Et depuis plusieurs dizaines d'années, on a un certain nombre d'économistes qui cherchent justement ainsi à maximiser dans des modèles la somme globale de bien-être, ou pour le dire négativement, à minimiser la somme globale de privation pour l'ensemble des générations, en cherchant à trouver ce point d'équilibre entre le coût de la transition et le coût du changement climatique. C'est par exemple ce qu'a fait de manière assez fameuse l'économiste Nicholas Stern dans un rapport qui avait été commandé par le gouvernement britannique en 2007 et qui conclut que les coûts du changement climatique sont plus importants que ceux de la lutte contre le changement climatique. Donc la privation causée par le changement climatique, elle est plus importante que la privation pour lutter contre le changement climatique, ce qui justifierait un effort précoce de transition vers une économie bas carbone. Autrement dit, nous devons nous priver aujourd'hui pour éviter que les générations futures subissent des privations qui soient encore plus grandes. Alors, cet argument, on lui objecte parfois l'idée de la croissance économique. Si, du fait de la poursuite de la croissance économique, les générations futures sont globalement plus riches que les générations présentes, alors on pourrait considérer que les privations qu'elles auraient à subir du fait du changement climatique pèseront moins lourd dans leur bien-être général que des privations présentes dans le bien-être des générations présentes qui sont supposées plus pauvres. C'est ce qu'on appelle la décroissance de l'utilité marginale, l'idée que 1 euro de plus contribue de moins en moins à augmenter notre bien-être global à mesure qu'on est plus riche. Bon, ça suppose une croissance économique continue sur le long terme. Bon, je ne vais pas vraiment débattre ici de la pertinence ou non de cette hypothèse. Certains la jugeront peut-être farfelue ou à tout le moins hardie. Pour ma part, je ne veux pas rentrer dans ces pronostics-là, mais simplement faire appel à un argument normatif qui, selon moi, permet de contrer cette objection-là. Et c'est l'idée de la non-substituabilité. Même si les générations futures étaient plus riches que nous, en termes monétaires, ça ne veut pas pour autant dire qu'elles pourraient forcément compenser toutes les pertes, toutes les privations causées par le changement climatique. Il n'est en effet pas certain que, même à grand renfort de technologie et d'investissement, elles puissent faire face aux violations des droits humains fondamentaux, par exemple, causées par le changement climatique, telles que les atteintes au droit à la vie, au droit à la santé, au droit à la subsistance alimentaire. En effet, c'est de plus en plus documenté qu'il y a des limites à l'adaptation au changement climatique, qu'on ne peut pas s'adapter à tous les effets du changement climatique, même à grand renfort d'investissement. Et en outre, il y a une autre forme de non-substituabilité qui porte, par exemple, sur la destruction de certains habitats ou écosystèmes dont on peut penser que rien ne peut s'y substituer et qui risque aussi d'entraîner une certaine perte culturelle irrémédiable pour certaines communautés dont la culture s'appuie sur des écosystèmes tout à fait singuliers, enfin tout à fait particuliers, comme les Inuits ou les habitants des petits États insulaires, et qui feront donc face à une perte culturelle, la perte d'un mode de vie, la perte d'un lieu d'habitation qui a une signification culturelle pour eux, perte qui sera impossible à compenser en termes monétaires. Donc je crois que même sans prendre parti sur la question de savoir si la croissance économique va se poursuivre ou non, on peut admettre que la croissance économique ne peut pas se substituer
à tous les biens dont les victimes du changement climatique vont être privées. Et que donc, collectivement, nous avons l'obligation de limiter notre consommation de combustibles fossiles et d'énergie pour éviter aux générations futures des privations plus grandes encore et impossibles à compenser. Le deuxième point crucial d'un point de vue éthique, c'est la question de la justice qui découle de l'autre sens du terme de privation. La privation comme manque de quelque chose de nécessaire à la survie ou comme manque de quelque chose d'essentiel à la dignité humaine. Que nos désirs doivent être limités semble assez clair. Mais est-ce que la lutte contre le changement climatique implique aussi nécessairement que certains soient privés de biens et de services jugés fondamentaux? Ça, c'est évidemment beaucoup plus problématique. Et c'est là vraiment que la question de la justice sociale se pose avec le plus d'acuité. La transition vers une économie bas carbone est-elle incompatible avec la satisfaction des besoins de base de tous? C'est une question qu'on doit se poser. Et on passe donc ici de la réflexion sur la privation collective à celle sur la privation individuelle et de la privation comme limitation à la privation comme manque. Et alors là, je crois qu'il est important de s'arrêter un instant, ça a été brièvement évoqué auparavant, sur la question des inégalités. Et en particulier les inégalités de richesse et les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre. Dans leur rapport sur les inégalités mondiales qui est paru en début d'année, Lucas Chancel, Thomas Piketty et leurs co-auteurs estiment par exemple que les 1% les plus riches au monde émettent en moyenne 110 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, soit environ 17% des émissions mondiales, tandis que de l'autre côté, les 50% les plus pauvres, la moitié la plus pauvre de la population mondiale, émet en moyenne 1,6 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, soit environ 12% des émissions mondiales. Donc, les 1% les plus riches émettent davantage que les 50% les plus pauvres. Et en outre, les 10% les plus riches, si on élargit un petit peu, émettent environ la moitié des gaz à effet de serre au niveau mondial. Ce que ces inégalités vraiment extrêmes montrent, c'est que le changement climatique résulte majoritairement des émissions liées au mode de vie des plus aisés. Et on peut donc, il me semble raisonnable de faire l'hypothèse que en limitant la consommation des plus aisés, on peut réaliser une transition vers une économie bas carbone tout en garantissant un niveau de vie minimalement digne pour tous. Et c'est ça vraiment la question de la justice distributive posée dans un contexte d'inégalité. Autrement dit, il s'agit de distribuer l'effort ou de redistribuer les richesses afin de permettre de lutter contre le changement climatique sans imposer de privation illégitime aux plus pauvres. La question de savoir si nous devons collectivement limiter nos désirs se transforme donc en la question suivante. Qui sont ceux dont les désirs doivent être limités pour que les besoins fondamentaux des plus pauvres et des générations futures soient satisfaits? Et je pense que c'est vraiment cette question-là qui est fondamentale. Et à partir de ce constat, on pourrait considérer qu'en dessous d'un certain seuil, la restriction des émissions de gaz à effet de serre constitue en quelque sorte une privation injustifiée. C'est une idée qui a été proposée au début des années 90 par un philosophe qui s'appelle Henry Shue et qu'il appelle les émissions de subsistance, qu'il oppose de l'autre côté à ce qu'il appelle des émissions de luxe. Alors que certaines émissions de gaz à effet de serre servent à satisfaire des besoins essentiels comme la cuisine ou le chauffage, d'autres correspondent à des préférences inessentielles, comme prendre l'avion par exemple pour partir à l'autre bout du monde en vacances. Considérant que nous devons collectivement nous limiter à un certain budget carbone afin d'éviter un changement climatique dangereux, il est injustifiable que certains soient privés de biens et de services essentiels à leur dignité pour que d'autres puissent mener un train de vie luxueux. Donc, pour Shue, il faudrait garantir à chacun un quota inaliénable d'émissions de subsistance et faire peser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en priorité sur les émissions de luxe des plus riches. Cette approche, elle est assez séduisante à première vue. Néanmoins, si bien intentionnée soit-elle, elle fait toutefois l'objet d'une critique. En effet, les droits d'émission ne peuvent pas vraiment être considérés comme des droits humains universels. S'il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'individus à travers le monde n'ont pas d'autre choix qu'émettre des gaz à effet de serre afin de satisfaire leurs besoins de base,
ce n'a pas été vrai partout et de toute époque. Les droits d'émission, en fait, sont des droits qui sont ancrés dans un certain contexte socio-culturel, enfin, surtout socio-économique et technique. Ce ne sont pas des droits universels. En outre, on pourrait aussi voir dans le principe d'émission de subsistance une sorte de principe conservateur qui inhibe la transition vers une économie bas carbone. En effet, considérer que tout individu a un droit inaliénable à émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre, si petite soit-elle, c'est en quelque sorte rendre inatteignable la neutralité carbone à moins de parvenir à capter et à stocker de très vastes quantités de CO2 qui est aujourd'hui dans l'atmosphère. Donc il me semble que l'illégitimité des privations des plus pauvres, elle doit se traduire non pas par des droits d'émission, par des droits d'émission de subsistance, mais plutôt au contraire, par un droit de satisfaire ses besoins de base sans avoir à émettre de gaz à effet de serre. Et ça peut passer notamment par des transferts de richesses et de technologies afin de permettre aux plus démunis de décarboner leur mode de vie. Donc je crois qu'il est plus pertinent, sans sacraliser les droits d'émission de gaz à effet de serre, de mettre en avant un partage équitable des coûts et des bénéfices des politiques climatiques. Chose nécessaire pour éviter que certains individus soient privés des biens et services nécessaires pour mener une vie digne. Et c'est vrai à toutes les échelles et selon des modalités différentes. À l'échelle mondiale, un partage équitable de l'effort contre le changement climatique entre les États est crucial. Ça implique non seulement que les pays du Nord qui se sont industrialisés les premiers et qui sont les plus riches réduisent drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, au-delà de ça, qu'ils aident les pays du Sud dans la mise en place de politiques d'atténuation et d'adaptation, et ce par des transferts financiers et par des transferts de technologie. À l'échelle nationale aussi, c'est une question qui se pose. On ne peut pas passer sous silence les inégalités de richesse et d'émissions, même à l'échelle nationale, quand bien même elles sont moins importantes que les inégalités mondiales. Sinon, on risque de mettre en place des politiques climatiques qui sont non seulement injustes, mais qui sont également condamnées à être contestées et vraisemblablement plus ou moins vite abandonnées. Je crois que c'est ce qu'on a assez bien vu dans le contexte français avec la crise des Gilets jaunes. Donc les politiques climatiques, quand elles menacent de renforcer la pauvreté, elles doivent être accompagnées d'une redistribution des richesses permettant aux plus démunis de faire face au coût de la transition vers une économie bas carbone sans être privés des biens et services qui sont essentiels à leur dignité. Si on prend l'exemple d'une taxe carbone, cela peut prendre peut-être la forme d'une redistribution intégrale des recettes aux citoyens. Le dernier point, j'évoque juste très brièvement le dernier point dont je voulais parler, on pourra en parler dans la discussion si ça vous intéresse, mais quand on parle de régime de privation, ça sous-entend aussi une organisation politique de la limitation de nos désirs pour réaliser cette transition vers une économie bas carbone. Et je crois qu'il y a un débat intéressant à avoir entre deux modes de privation. D'un côté, les instruments de prix, taxe carbone et marché du carbone, qui, à première vue, sont généralement considérés comme étant plus flexibles, engendrant moins de privation, et de l'autre côté, la réglementation directe, comme la limitation de la vitesse maximale autorisée sur la route, comme l'interdiction de certaines technologies, ou l'obligation, par exemple, d'avoir une alimentation végétarienne dans les cantines publiques, etc. Généralement, on a tendance à penser que les instruments de prix préservent davantage la liberté que la réglementation, mais ça n'est pas si certain. Et je pense que c'est un débat vraiment à avoir. Et donc, il nous faut démocratiquement réfléchir sur le meilleur régime de limitation de nos désirs, compatible à la fois avec l'idéal de liberté, avec l'idéal d'égalité, pour éviter des privations injustifiables des plus pauvres et des générations futures. Merci. Alors, Charlotte me fait signe que la session est finie. Voilà, le temps s'est écoulé. Merci à tous. Donc, la prochaine séance du GRIS, comme celle-ci, sera le 7 juin après-midi. De 14 à 17h. Avec Marc Nissens. Marc Nissens, Cécile Renoir du campus France. Cécile Renoir et Nicolas de Doncker de l'UNAMUR. Voilà. Sur la question de la transformation de l'université à partir de la transition. Sur la question, voilà, je fais répéter, la transformation de l'université en lien avec la transition. Voilà.
Merci à toutes et à tous. Voilà, à bientôt. Merci. Merci.